Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et venez écouter les histoires du théâtre creepy. « 24 février 2049, Station scientifique internationale, région de Crisey Planitia, Mars. » À la fin de cette première moitié du XXIe siècle, la présence de l'homme sur la planète Mars est devenue une réalité. Bien sûr, il ne s'agit pas encore de colonisation. La seule installation humaine est une station scientifique souterraine très proche de celles qui sont implantées en Antarctique. Elle fut bâtie dans la plaine de Xanthé d'Orsa, au confluent des vallées Momé et Maja, dans la région de Crisey Planitia, là où avait atterri la sonde Viking 1 en 1976. Cet endroit, situé dans l'hémisphère nord, était le lieu idéal pour étudier la géologie et l'hydrologie martienne, dans l'espoir de trouver des solutions pour résoudre la crise climatique qui se faisait sentir sur Terre. Lorsque le premier vol habité vers Mars arriva à sa destination, ce fut pour l'humanité l'aboutissement d'un long projet dont la préparation avait dû surmonter bien des obstacles. Les sociétés privées qui prétendaient pouvoir coloniser Mars dès les années 2020 montrèrent très vite la limite de leurs moyens et le caractère irréaliste de leurs ambitions. La NASA, qui voulait envoyer une mission habitée en 2033, dut à son tour revoir ses prévisions. En définitive, c'est en janvier 2040 que l'homme posa enfin le pied sur Mars. Pour y parvenir, les agences spatiales de différentes nations durent unir leurs efforts et leurs ressources. C'est ainsi que les Américains, les Russes, les Européens, les Chinois, les Japonais et les Indiens travaillèrent main dans la main pour ce projet intéressant toute l'humanité. De grandes entreprises privées, espérant développer une nouvelle forme de tourisme et dont l'expertise était reconnue dans le domaine, participèrent également au projet. Ainsi, la première mission habitée vers Mars ayant été une réalisation internationale, la base qui y fut construite reçut un statut international, similaire à celui de l'ISS, et accueillit des personnalités de toutes nationalités pour un séjour consacré au travail scientifique. La station scientifique internationale accueillait aussi ponctuellement de richissimes touristes qui avaient obtenu le privilège d'y séjourner en raison de leur participation financière au projet de la première mission habitée. Parmi les expérimentations menées par les savants présents sur la base martienne, il y avait la production d'oxygène et de méthane par électrolyse, la culture de plantes hors sol, l'étude d'échantillons atmosphériques et géologiques, ainsi que l'étude de procédés de production d'énergie géothermique. Au milieu des années 2040, la première autoroute spatiale fut mise en circulation entre la Terre et Mars. Elle consistait à utiliser des procédés de propulsion laser pour lancer des navettes équipées de voiles solaires. Ainsi, le voyage entre la Terre et Mars fut considérablement facilité du fait de la réduction de sa durée et de son coût. Cela permit d'assurer une relève régulière du personnel présent sur la base martienne, à un rythme similaire à celui de l'ISS. Début février 2049, une nouvelle équipe scientifique prit son poste à la station martienne, accompagnée d'un millionnaire qui était venu y faire un séjour touristique, des rêves de colonisation en tête. Cette nouvelle équipe était investie d'une nouvelle mission, la recherche de potentielles formes de vie sur la planète. En effet, une précédente expédition avait mis au jour l'existence d'un lac gelé au fond d'un cratère près du lit de Barham Wallis, non loin du site de la station. Cette découverte avait suscité l'intérêt des décideurs des diverses agences spatiales qui se mirent d'accord pour envoyer une mission d'exploration, ramener des échantillons de pergélisol afin de les analyser, dans l'espoir de découvrir des traces de vie microbienne. Peu de temps après son installation, la nouvelle équipe partit en expédition vers le fameux lac gelé. Arrivés sur place, ils prélevèrent des résidus de pergélisol et entreprirent de forer la couche de glace afin d'en prélever une carotte de glace. Ils ne purent réprimer leur étonnement lorsqu'ils aperçurent qu'à quelques mètres de profondeur se trouvait de l'eau liquide.
Ils prélevèrent de larges échantillons de cette eau et rentrèrent à la base pour commencer leurs analyses. Les premières observations montrèrent que l'eau liquide contenait une grande quantité de sel, une concentration à peu près 8 fois plus importante que celle de la mer Morte sur Terre. Ce devait être cette concentration en sel qui avait empêché l'eau de geler, tandis que l'épaisse couche de glace avait maintenu une pression atmosphérique propice à la vie dans ces eaux salines. Des découvertes récentes menées sur Terre avaient montré que des milieux aquatiques similaires avaient permis à des micro-organismes de prospérer sous la banquise de l'Antarctique. Il devenait donc très probable que cette mare liquide découverte sur Mars puisse abriter des formes de vie microbiennes. Des analyses plus poussées levèrent enfin toutes les interrogations. Dans l'objectif de leur microscope, les scientifiques de la base martienne purent voir pour la première fois des bactéries extraterrestres. Celles-ci étaient au premier abord très semblables à celles de la Terre, mais en y regardant de plus près, elles avaient quelque chose de différent, de presque dérangeant. Un soir, alors que tout le personnel était endormi, le touriste milliardaire qui avait suivi avec intérêt l'évolution des recherches se dit qu'il pourrait tirer un bénéfice substantiel s'il réussissait à s'emparer d'un spécimen de cette bactérie martienne qui fascinait tout l'équipage. Il s'introduit par effraction dans le laboratoire de la station et subtilisa quelques éprouvettes contenant des spécimens de ladite bactérie. Ne tenant aucun compte du protocole sanitaire strict qui était appliqué par les chercheurs pour manipuler les échantillons martiens, il ouvrit une des éprouvettes et en brisa une par mégarde.